Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Pour sa campagne de Carême 2025, l'association catholique belge Entraide et Fraternité a voulu mettre le focus sur le Pérou. Si le Pérou évoque spontanément la cité Inca du Machu Picchu ou les rives exotiques du lac Titicaca, ce pays d'Amérique latine est également confronté à une crise multiforme, avec entre autres conséquences une grave insécurité alimentaire pour les populations les plus défavorisées. C'est pour faire face à cette crise que des associations locales développent des projets d'agroécologie dans les villes, notamment à Lima, la capitale, des projets qui permettent de répondre à certains besoins alimentaires avec le soutien d'Entraide et Fraternité. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités qui se sont rendus récemment sur place au Pérou pour rencontrer les personnes qui portent ces projets. Axel Fischer, bonjour. Bonjour. Vous êtes la secrétaire générale d'Entraide et Fraternité. Vous nous expliquerez comment votre association était amenée un petit peu à soutenir ces projets. Vous reviendrez aussi sur la situation actuelle au Pérou, qui a conduit donc de nombreuses familles à vivre dans une forme de précarité alimentaire. Avec nous également, Manu Van Lier, bonjour. Bonjour Christophe. Vous êtes journaliste à Catobel, vous étiez aussi au Pérou tout récemment. Vous en avez ramené deux reportages qui montrent comment ces projets d'agroécologie répondent aux besoins des communautés. Alors, avant de découvrir ces reportages, Manu Van Lier, où avez-vous été exactement au Pérou et quelle situation avez-vous pu observer sur place ? Alors on est allé principalement dans deux lieux. On a débuté dans la capitale, donc Lima. Il faut savoir que cette capitale s'est vraiment agrandie au cours des dernières années. La population a quadruplé depuis les années 80. Et on a des quartiers assez différents. Donc il y a des quartiers plus huppés, des centres d'affaires, un centre assez dynamique. Mais vu la surpopulation dans la ville, il y a vraiment un trafic qui est vraiment très très dense. Donc beaucoup d'embouteillages. Un embouteillage sonore aussi, avec les klaxons qui retentissent un peu tout le temps. La circulation se fait pare-choc contre pare-choc. Et il faut quand même pas mal de temps aussi pour aller d'un point à un autre. Alors, dans le quartier plus historique, là, on rencontre plus de pauvreté déjà. C'est aussi le quartier où on trouve pas mal de marchés, des marchés artisanaux, mais aussi tous les marchés liés à la nourriture. Et alors nous, l'endroit où on s'est rendu par rapport à ces visites de projet s'appelle San Juan de Lurigancho. Donc c'est un district qui est en périphérie de Lima où on rencontre la plus forte densité de population dans le pays. Il y a à peu près 1 300 000 habitants qui se sont installés. Donc ce sont les personnes les plus pauvres, les communautés, les familles qui petit à petit se sont installées là-bas en venant des campagnes et qui ont dû aller de plus en plus en périphérie, donc vraiment dans cette banlieue et s'installer parfois sur les collines qui entourent Lima. Donc c'est une zone qui est quand même fort aride. Ils doivent s'installer sur des terrains en pente, avec au départ des constructions en bois, en tôle, avant de pouvoir amener des briques ou des matériaux un peu plus solides pour construire des murs. Donc ça, c'est pour San Juan de Lurigancho. La deuxième partie de nos visites s'est faite à Ayacucho. Là, on est dans les Andes, à peu près à 2800 mètres d'altitude. C'est une ville qui est plus touristique aujourd'hui, qui développe le tourisme, également l'artisanat local, un artisanat de qualité. C'est une ville aussi qui a connu une histoire dans le passé un peu compliquée, notamment parce que c'est le berceau du groupe terroriste Sentier Lumineux. Donc il y a eu des affrontements pendant une vingtaine d'années sur place. Et là aussi, les gens se sont vraiment massés dans la ville et comme à Lima, on retrouve les populations les plus pauvres plutôt sur la périphérie de la ville. Alors on va découvrir tout à l'heure vos deux reportages dans ces deux lieux différents pour voir aussi comment des projets répondent à cette situation. Alors Axel Fischer, je rappelle, vous êtes secrétaire général d'Entraide et Fraternité. Comment est-ce que votre association a été amenée à soutenir ces projets au Pérou ? Je pourrais d'abord vous répondre de manière assez simple et rapide en vous disant, en partant des besoins des populations locales.
Parce qu'en fait, on travaille avec des partenaires locaux, donc des associations péruviennes qui sont très proches des bénéficiaires, des populations, et qui développent avec eux, et donc pas pour eux, mais avec eux, des initiatives. On est parti du paradoxe péruvien, en fait. Paradoxe parce que c'est un pays à la fois très riche, ne soit-ce que géographiquement. Hein. On a la côte, la mer, la montagne, on a la forêt amazonienne. Et pourtant, malgré cette richesse-là, eh bien, en fait, le pays, 51% de la population vit sous insécurité alimentaire. On met en place aussi des projets qui permettent en fait, à nos partenaires de différents pays, d'Amérique latine ou d'ailleurs, Afrique centrale par exemple, d'échanger sur les pratiques. Et il se fait que l'agroécologie, les techniques et les méthodes d'agroécologie sont vraiment très vite arrivées, encore plus pendant le confinement lié au Covid, comme un moyen pour la population pour s'en sortir. Alors un moyen, je l'ai dit, technique, alimentaire, très clairement, de culture, mais aussi un moyen d'organisation politique ou d'organisation de la cité, puisqu'en fait, ça encourage les gens à travailler ensemble. Un moyen aussi de respect des cultures, hein, et là, très fortement, ça vient faire référence à Querida Amazonia, le texte du pape François, qui met en avant le savoir des communautés indigènes, qui tiennent cela de leurs ancêtres, et puis aussi un lien et un respect de l'environnement très, très, très ancré. Eh bien, merci de nous avoir planté un petit peu le contexte. Je vous propose maintenant de découvrir un premier reportage donc réalisé à Lima, dans le bidonville de San Juan de Lurigancho. Donc, des associations là-bas ont mis en place des potagers communautaires et des cantines populaires pour venir en aide aux familles les plus défavorisées. Regardez. 1 300 000 personnes vivent dans le district de San Juan de Lurigancho, en périphérie de Lima. Ici, les plus pauvres n'ont pas d'autre choix que de s'installer toujours plus haut sur les collines qui entourent la ville. Dans ce bidonville, les conditions de vie très précaires, parfois sans eau ou sans électricité, se sont encore aggravées pendant la crise sanitaire. C'est dans ce contexte que l'organisation MOSIC a voulu soutenir les plus défavorisés en les aidant à mettre en place des potagers communautaires comme celui que gère Victoria. C'est un projet d'abord familial. J'ai des frères et sœurs ainsi que ma maman qui habitent encore un peu plus haut dans le bidonville. Pendant la pandémie, les familles avaient beaucoup de difficultés à se nourrir à cause des restrictions. C'était très compliqué pour se procurer de la nourriture. J'ai donc commencé à m'organiser avec mes sœurs, puis c'est devenu un projet pastoral et de voisinage. Avec les voisines, nous nous sommes organisés pour faire une cuisine populaire à partir de tôt le matin jusqu'au soir. On a ainsi pu nourrir 210 familles. On a réalisé qu'avec les déchets et les épluchures, il était possible de nourrir la terre pour mieux produire. C'est ainsi que sont nés les potagers communautaires avec la production de quelques aliments de base que nous pouvons mettre à disposition de notre cuisine collective. Comme le MOSIC, l'organisation Calpa accompagne les familles dans les démarches d'agroécologie en milieu urbain. L'association, qui travaille depuis 1990 avec les plus vulnérables, organise des ateliers environnementaux et des formations à destination des mamans et des enfants. Je suis coordinateur de 2 projets pour garçons et filles à San Juan de Lurigancho. Ce qu'on recherche avec ces projets, c'est implémenter la culture écologique dans 2 communautés. Pour ce faire, nous réalisons des ateliers de formation pour les parents comme pour les enfants et pour les leaders locaux. Nous cherchons des zones vertes dans la communauté où les familles peuvent semer leur propre culture de fruits, de légumes, de plantes ornementales. Et puis enfin, nous cherchons aussi à développer le leadership chez les enfants en mettant sur pied des activités partagées sur les réseaux sociaux, comme des ateliers, du recyclage, des campagnes de propreté, etc. Dans le quartier dit du 25 décembre à San Juan de Lurigancho, Jérémy, 11 ans, et sa maman nous invitent chez eux pour découvrir des plantations. On est ici dans ma maison. Avec ma maman, on a installé des bacs de culture avec l'appui de l'organisation Calpa. On a reçu de la terre qu'on a mélangée avec des semences et de l'eau. On a attendu 1 semaine avant de voir les premières pousses.
Nous avons planté des tomates, de la coriandre, des radis, des piments jaunes et d'autres plantes. On récolte des légumes pour la cuisine et ma maman fait de délicieuses salades de légumes. Les bouleversements climatiques et les complications liées à un terrain en pente ne sont pas les seules difficultés auxquelles les habitants doivent faire face pour cultiver. Dans le quartier Simon Bolivar, les trafiquants de terre se sont emparés par la force d'un terrain cultivé par une communauté. Je m'appelle Soledad, je suis une leader féminine responsable d'une zone verte dans le quartier de Simón Bolívar. Cette zone avait été accaparée par des trafiquants de terre. C'est en 2019, une nuit, à 3 heures du matin, des hommes ont pris de force ce terrain. Ces camions sont arrivés avec une cinquantaine d'hommes armés. Ils ont menacé de mort les voisins qui tentaient de s'interposer. C'était durant la pandémie, les trafiquants ne respectaient pas la réglementation, construisaient des maisons qu'ils vendaient de manière tout à fait illégale. Nous ne pouvions pas rentrer en conflit avec ces hommes qui étaient nombreux et armés. Pour reprendre cet endroit, nous avons entrepris des démarches légales. Nous avons cherché des appuis juridiques et nous avons pu prouver que la zone verte appartenait à la municipalité qui la met à notre disposition. On a fini par récupérer ces terrains qui bénéficient à présent à la population locale. Aujourd'hui, la communauté est plus que jamais fédérée autour de ce jardin collectif où tous sont très fiers de produire de la nourriture saine, écologique et sans pesticides. Et voilà pour ce reportage sur les potagers communautaires dans ce bidonville de San Juan de Lurigancho à Lima. Alors Axel Fischer, Manu Van Lier, on va essayer de mieux comprendre le contexte qui a amené les populations à cette précarité alimentaire. Axel Fischer, une première question. Quelle est aujourd'hui la situation économique au Pérou ? On pourrait dire que la situation économique du péruvienne, c'est un peu les deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire, quand vous arrivez à Lima, vous voyez une grande ville, une capitale d'Amérique latine, dans sa modernité. Vous pouvez aller acheter du café dans des grandes enseignes américaines. Et puis, à côté de ça, vous voyez au loin ces collines, ces montagnes avec des constructions qui sont faites de plus en plus hautes, qui sont faites en tôle, en bois, donc vraiment très, très, très précaires. La capitale, Lima, c'est 11 millions d'habitants, donc imaginez-vous, c'est un petit peu la population de la Belgique. Et comme Manu Van Lier le disait tout à l'heure, rien qu'à San Juan de Lurigancho, donc là où nos partenaires sont présents à Lima, c'est 1 300 000 personnes. Donc vous imaginez la promiscuité. Donc il y a des personnes qui vivent parfois dans des petites bicoques à 10, 12, 13 personnes. Donc c'est assez impressionnant. Et à côté de ça, en fait, on voit que le Pérou, économiquement, sur papier en tout cas, étant donné les indices économiques comme le produit intérieur brut, il se porte très bien. En fait, le PIB croît. Mais en fait, c'est un Pérou qui est... Très inégalitaire peut-être. Les richesses très inégalitaire. Alors que le Pérou dépend en fait très fort des exportations de minerais, mais en fait, il est dépendant en termes alimentaires, c'est-à-dire qu'il doit importer des aliments, ce qui est quand même incroyable vu les terrains qu'il y a dans ce pays. Donc oui, c'est une population dont la majorité doit se battre pour avoir à manger dans des conditions de travail difficiles, de travail informel surtout. Alors on l'a vu, il y a énormément de population qui a émigré vers les villes. Qu'est-ce qui explique cette fuite des campagnes vers les villes ? Il y a une migration historique d'abord. Dans les années 80 jusqu'à 2000, plus ou moins, il y a eu un conflit interne civil armé très très fort qui a causé la mort, la disparition de plus de 70 000 personnes. Donc la population s'est vraiment retrouvée finalement en étau entre les mouvements terroristes et la répression de l'État. Et comme ce conflit est né dans les Andes, en fait, les populations ont commencé à migrer pour fuir la violence. Donc ça, c'est vraiment dans les premières vagues de migration vers les villes. Mais la migration, elle continue encore aujourd'hui parce que les gens, les populations cherchent du travail et qu'à Lima, c'est vraiment la débrouille. On peut travailler, vendre dans la rue, on peut travailler dans le bâtiment. Donc c'est vraiment la recherche d'un emploi.
Alors Manu Van Lier, on vient de le dire, avec Axel Fischer, il y a beaucoup de ressources naturelles. Comment se fait-il qu'elles ne bénéficient pas aux populations aujourd'hui ? Parce que ce sont de grosses entreprises en fait qui sont en charge de l'extraction notamment de minerais. Il y a d'autres problèmes aujourd'hui qui sont la déforestation dans la zone amazonienne, des cours d'eau aussi qui sont pollués. Donc en fait, les ressources naturelles sont vraiment riches. Elles sont exploitées, parfois surexploitées, et on voit aussi que le gouvernement favorise ces grosses sociétés pour l'extraction de minerais parce que ça correspond à peu près à 60% du revenu du pays. Un autre problème qu'on a vu aussi, c'est l'insécurité. On a parlé de groupes armés qui accaparent des terres, parfois des terres cultivables jusqu'au cœur des villes. Qu'est-ce qui explique la présence de ces groupes armés? Comment comprendre cette insécurité? Alors là, c'est un peu difficile de l'extérieur d'avoir vraiment un regard clair. Ce qu'on a entendu sur place, c'est que c'était aussi lié à une forme de migration, notamment le Venezuela, mais le Brésil, des populations qui viennent s'installer, qui n'ont pas de revenus, et il y a des groupes armés qui s'organisent. Pas mal d'extorsions, principalement à Lima. Donc ça a été un gros problème déjà l'année passée, cette année encore. Et donc là, à nouveau, la présidente Dina Boluarte a vraiment voulu réagir récemment. Elle a appelé l'armée dans les rues, parce que voilà, ce sont des attaques qui visent des commerces, des discothèques, des écoles et des personnes qui ont plus de moyens et donc qui ont causé beaucoup de morts au cours des dernières années. Il y a aussi d'autres problèmes parfois qui sont liés à la drogue, mais ça c'est plus dans des zones reculées, notamment la partie des Andes et l'Amazonie. Mais ça ne touche pas directement la population. On va dire que c'est une insécurité globale dans le pays. Axel Fischer, est-ce que le gouvernement prend des mesures efficaces par rapport à l'insécurité? Et d'une manière plus générale, quel est un peu le contexte politique aujourd'hui au Pérou? On peut dire que le gouvernement péruvien, en tout cas quand on voit la presse sur place et quand on entend les partenaires en parler, mais aussi avec Manu, on a beaucoup discuté en voiture avec les conducteurs de taxi, par exemple. On sent que, d'abord, il y a une grande méfiance vis-à-vis du pouvoir politique qui est liée à une instabilité très, très forte. Depuis 2020, si je ne me trompe pas, il y a eu 5 présidents et présidentes différents, dont la dernière, Dina, comme l'appelle la population, n'a pas été élue. Et donc, elle ne bénéficie que de 3% de la confiance de la population. Et ce 3%, vous vous rendez compte, c'est quand même impressionnant. Et ce manque de confiance, il vient d'une part d'une absence totale de l'État pour des questions prioritaires pour les populations, qui sont les questions, entre autres, de souveraineté et de sécurité alimentaire, et à la fois une grande répression. Il faut savoir qu'en 2022, il y a eu, quand Dina est arrivée au pouvoir, il y a eu des manifestations, entre autres depuis Ayacucho, où nous avons été également. Et en fait, ces manifestations, elles ont été vraiment réprimées dans la violence. Je pense qu'il y a eu près de 50 morts. Donc en 2022, vous imaginez pour une population qui a vécu la crise du Covid, vivre une telle violence, c'est quand même assez terrible, ce qui explique ce manque de confiance. Donc à la fois une instabilité, à la fois une absence pour des réponses aux besoins prioritaires des populations et à la fois une répression très importante. Qui touche aussi la société civile apparemment. Qui touche très fortement la société civile, qui est très critique à l'égard du pouvoir, mais à l'égard du pouvoir de la présidente, mais aussi du Congrès, où on sent qu'il y a beaucoup d'amitiés quelque part mal placées. Et ces amitiés, elles vont jusqu'au monde des grandes entreprises. Donc on sent que ce sont les intérêts des plus forts, des plus riches, qui sont prioritaires. Et ça va jusqu'à édicter ou revoir des lois. Vraiment, au moment où on est parti du Pérou, Manu Van Lier et moi, on entendait que la loi APSI a été revue. C'est vraiment la loi liée aux associations qui font du travail international et d'appui des populations locales. Et cette loi, elle a été revue en leur défaveur pour restreindre encore plus le droit de parole pour toutes ces associations qui font un travail de type politique, de défense de l'environnement, de défense des droits des populations.
Alors je vous propose maintenant de découvrir un deuxième reportage, cette fois dans les Andes péruviennes, à Ayacucho, où là-bas une école cultive des légumes, une façon d'initier les jeunes aussi aux techniques de l'agroécologie et aux enjeux de la crise climatique. Je vous laisse découvrir ces images et les explications de Manu Van Lier. À Ayacucho, le centre Loyola a mis sur pied un partenariat original avec l'école Abraham Valdelomar. Dans cet établissement de 1300 élèves, des espaces verts ont été aménagés pour cultiver des légumes, des plantes aromatiques ou médicinales. Des jeunes leaders environnementaux du centre Loyola supervisent le développement de ce projet et forment les enseignants aux techniques d'agroécologie. Ce qui me rend heureuse, ce sont les activités dans le collège, avec les parents et les enfants qui se sont vraiment appropriés ce projet. Avec par exemple la mise en place de la lombriculture pour la réalisation d'humus, qu'ils peuvent aujourd'hui vendre, ce qui représente une rentrée financière pour le collège et pour développer encore plus loin le processus. En ce mois de février, ce sont les vacances d'été au Pérou. L'occasion est idéale pour nettoyer les espaces verts avant la reprise des cours. La direction a fait appel aux parents pour l'aider dans cette mission. Pas moins de 500 parents ont répondu présents et en une demi-heure à peine, les mauvaises herbes ont été retirées, les parterres nettoyés et les toiles de protection tendues. Cette implication remarquable des parents s'explique en partie par une réduction des coûts de scolarité qui leur a accordé en échange de leur participation. Ce que nous voulons impulser, c'est la souveraineté alimentaire, car ça nous semble la meilleure piste pour faire face au changement climatique auquel tous les humains sont confrontés. Nous cherchons à redonner le pouvoir d'agir, en particulier aux femmes et aux jeunes. C'est d'autant plus important au Pérou, où les enjeux d'inégalité sont notre problème quotidien. Maintenant que le collège est fin prêt pour la rentrée, il est temps pour tous de rejoindre le centre-ville pour assister aux festivités du carnaval et aux défilés colorés des groupes folkloriques d'Ayacucho. Et voilà de belles images de carnaval pour terminer ce reportage qui nous a donc montré un projet éducatif à la fois pour les enseignants et les jeunes sur l'agroécologie. Alors Manu Van Lier, une question, est-ce que la population péruvienne de manière générale est sensible à cette question de la crise climatique et de l'écologie ? Alors ils sont très conscients du réchauffement climatique parce que chaque année en fait les températures sont plus élevées et plus longtemps aussi sur les saisons. En même temps, ils nous expliquaient que ce n'est pas leur priorité. Souvent, ils doivent trouver de la nourriture, du travail. Donc, il y a beaucoup de choses qui priment, malheureusement, sur le souci de l'environnement. Mais on voit que petit à petit, cette conscientisation fait du chemin, et notamment auprès des jeunes générations, par le travail qui est réalisé dans les écoles, par des efforts de sensibilisation. Et donc, mais c'est important que ces nouvelles générations soient plus sensibles à l'environnement, au respect de l'environnement et aussi à cultiver sainement donc des produits qui viennent du pays et de qualité donc écologique. Axel Fischer, ce qui est frappant aussi quand on voit les deux reportages, c'est l'engagement justement des jeunes et des femmes dans ces projets d'agroécologie. J'ai envie de vous raconter une petite anecdote à ce sujet-là. On a organisé beaucoup de rencontres et de conférences pendant la campagne de Carême avec nos partenaires péruviens qui étaient avec nous. Et lors d'une de ces conférences, on a montré une vidéo et une participante nous a dit « Mais où sont les hommes ?» En fait. Alors, c'est une très bonne question. Alors, et il y a des hommes, évidemment, mais il y a beaucoup d'hommes. Déjà, il y a un élément un peu historique où les femmes ont dû vraiment apprendre à se débrouiller, puisque avec le conflit interne armé, il y a beaucoup d'hommes qui ont disparu, qui ont été tués. Donc, les femmes ont dû vraiment apprendre à se débrouiller au quotidien, sans papa ou sans mari à la maison. Le deuxième élément, c'est que, eh bien, en fait, les femmes et les enfants sont vraiment
source de transformation sociale sur place. Alors vous les voyez parler devant la caméra de Manu Valnir, vous vous dites c'est facile pour elle. Non, ce n'est pas facile et c'est le fruit d'un long travail d'appropriation et de confiance avec ces personnes. Aujourd'hui, elles sont en mesure de parler avec nous, de parler devant la caméra pour expliquer leur situation, mais aussi revendiquer leurs droits. Et ça, c'est très important aussi parce que c'est un chemin de résilience, mais pas de résilience à tout prix, de débrouille uniquement, mais aussi de rappeler au pouvoir, aux autorités, quels sont les droits des populations. Manu Valnir, est-ce que l'Église catholique aussi est engagée contre la lutte, enfin plutôt pour la lutte contre l'insécurité alimentaire? Oui, elle est engagée. Alors ça passe par différents canaux. Principalement les paroisses, mais aussi des associations de terrain. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur place, je le disais, sensibiliser cette population. Et il y a vraiment une fierté de la part des paroissiens aussi de s'engager dans ces projets d'agroécologie. Et alors, toute cette volonté est soutenue aussi par la théologie de la libération qui a été développée dans cette région, notamment avec Gustavo Gutiérrez, donc c'était dans les années 60-70. Et le principe, c'est vraiment d'appuyer une justice sociale, de donner la priorité aux plus pauvres, de travailler avec eux pour faire changer les mentalités, pour faire changer le pays. Alors on arrive déjà presque au terme de cette émission. Alors c'est important, Axel Fischer, de le dire. Comment est-ce que nous, les citoyens belges, pouvons aider, contribuer à soutenir les projets d'agroécologie au Pérou? Une première piste, c'est de nous rejoindre et de faire du volontariat auprès d'Entraide et Fraternité. Si les spectateurs et spectatrices ont du temps et ont la motivation, j'en profite du coup pour remercier les volontaires d'Entraide qui sont très fort impliqués à nos côtés. Il y en a qui sont partis au Pérou l'année dernière pour préparer cette campagne, donc merci à eux. Le deuxième élément, c'est de pouvoir appuyer financièrement ces projets. Chaque euro compte, vraiment, j'insiste, surtout dans le contexte actuel. Vous pouvez aller visiter vraiment notre site internet www.entraide.be. Toutes les informations utiles sont là pour pouvoir faire un don. Vous pouvez également nous appeler. Il y aura toujours un collègue ou une collègue tout à fait prêt à expliquer comment est-ce que nous travaillons. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations utiles. Rappelez aussi peut-être que le 13 avril, je ne me trompe pas, il y aura une deuxième collecte organisée dans toutes les paroisses de Belgique au profit donc des projets d'entraide et fraternité. Axel Fischer, Manu Valnir, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler de cette campagne et d'avoir découvert un peu plus le Pérou. Merci à vous d'avoir été avec nous. Comme d'habitude, rendez-vous sur Ovio ou sur le site catobel.be si vous voulez revoir cette émission. Merci de votre fidélité et à très bientôt.